Bonjour à tous. Moi je suis Antonio Impellizzeri, donc je suis président du CIERP, le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Au fil de cet entretien avec Diane, que je remercie, je vais expliquer ce que c'est que le CIERP. Je profite de ce début d'entretien pour remercier également Maître Virginie Dearojo-Recchia, qui m'a chaleureusement permis de faire cette vidéo aujourd'hui avec Diane, qui est également membre de l'Honest. Alors, l'Honest, c'est une association que j'apprécie et dont je partage l'entièreté des valeurs. J'en profite également pour saluer Sébastien Requin, son époux, que j'apprécie de même. Alors, euh, je vais vous présenter ce que je fais. En fait, je vais vous expliquer là, en gros comment je compte mener cet entretien avec Diane. Donc en fait, je vais en première partie, je vais vous présenter le CIERP. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous présenter succinctement mon livre, donc, qui est ici. Voilà. Après vous avoir présenté ce livre, je terminerai par un petit zoom sur sa conclusion, puisque c'est la conclusion, c'est une vision spirituelle pour la résilience et l'économie, ce qui me permettra d'enchaîner sur ce que j'appelle la pratique catholique de l'économie, pour enfin terminer avec, on va dire, une synthèse rapide, parce que sinon ça prendrait des heures et des heures, sur ce qu'on peut appeler la pensée économique thomiste. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais me lancer et donc, on espère que ça va vous intéresser tous. Voilà, donc c'est parti. Donc, première chose que je vais faire, comme je vous l'ai annoncé, je vais donc vous présenter le CIERP. Alors, le CIERP, comment je vais vous le présenter? Je me base sur un article qui a été rédigé par des amis de l'Association catholique de France, dont je salue le président et ami Mathias. Et pourquoi j'ai voulu prendre cet article comme base? Parce que quand je l'ai découvert, donc c'est un article qui date de juillet 2025, franchement, j'ai été stupéfait. On aurait dit que c'était moi qui l'avais écrit, tellement ça reflétait bien ma pensée. Donc, du coup, je reprends cet article-là et donc je l'ai aussi abondé. Et donc, voilà, et je trouve que ça fait vraiment une bonne base. Alors pour débuter cette présentation, j'ai envie de prendre une phrase qui est tirée d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Delsol. Donc, c'est un livre qui date de 2013 aux éditions Tatami. Et le titre, il est quand même assez illustratif de ce qui se passe actuellement dans notre pays. C'était donc pourquoi je vais quitter la France. Alors, moi, je ne vais pas quitter la France, je le dis tout de suite. Mais effectivement, donc la phrase de ce bouquin, c'est là où les grandes puissances financières organisent la dépendance, les petits entrepreneurs réclament la liberté. Là où l'État impose, il revendique la légitimité. Là où les puissants asservissent, il restaure la justice. Donc je trouve vraiment que cette phrase introductive, elle reflète bien l'objet du CIERP. Alors, dans une époque marquée des pouvoirs économiques, la mise au pas des indépendants et la financiarisation de la vie sociale, le CIERP, le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs, émerge comme une figure de résistance enracinée, unie par une vision claire: restaurer l'économie réelle fondée sur le travail, l'honneur, la responsabilité et la liberté. Donc, ce syndicat, donc c'est moi qui le porte, donc je l'ai créé fin 2022. Euh, c'est une initiative sociale et spirituelle, un combat juridique et moral, un appel à la conscience des chefs d'entreprise qui sont écrasés par le poids d'un système illégitime. Et Alors, qu'est-ce qui t'a fait réagir à ça en fait? Parce que c'est toi qui l'as créé, ça venait du fond de ton cœur, du fond de tes tripes. C'était quoi la réaction viscérale pour créer ça en fait? alors, je vais en parler après, mais je vais te répondre. En fait, ce qui m'a fait réagir, c'est que
j'ai dû malheureusement me rendre compte encore plus que nos pseudo-représentants, en fait, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et en fait, j'ai essayé de les alerter. Et donc, bon, j'ai eu que du mépris et je me suis dit, je vais prendre mon petit bâton de pèlerin et je vais créer ce syndicat. Mais je vais expliquer au fur et à mesure pourquoi je l'ai créé. D'accord. Voilà. Alors, donc, le CIERP, donc le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Donc, première partie de cette présentation, je vais dire que c'est un syndicat né du terrain pour les oubliés de la République, justement, pour continuer à répondre à ta question. Alors, justement, face au constat d'imposture des organisations patronales françaises, dites représentatives, au niveau national interprofessionnel, que ce soit, citons-les, la CPME, le MEDEF, l'U2P, dans leur mission de représentation des entreprises qu'elles étaient censées réellement soutenir et protéger face aux conséquences désastreuses des mesures iniques d'empêchement de travailler prises par l'État durant la crise dite Covid, dont un endettement bancaire contraint constitué par les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Donc c'est Mhm. sur ce sujet-là que j'ai créé le CIERP. J'ai donc fin 2022, effectivement, en mon âme et conscience, décidé de créer le CIERP pour leur venir en aide. Parce qu'encore une fois, on ne pouvait rien attendre de nos pseudo-représentants, que j'ai sollicités à maintes reprises. En vain. Donc, le CIERP ne représente ni les grands groupes, ni les élites économiques. Il s'adresse aux TPE, PME, artisans, commerçants, professions libérales, indépendants, auto-entrepreneurs et retraités entrepreneurs. Tous ceux que le discours politique désigne comme essentiels, mais que la réalité traite comme jetables. Né dans le contexte post-Covid, alors que les PGE, les prêts garantis par l'État, se sont révélés être des instruments de mise en dette massive des petites structures économiques, le CIERP dénonce une stratégie délibérée de mise sous tutelle des forces vives du pays par l'endettement, les fermetures administratives, la criminalisation de la désobéissance sanitaire. L'État a voulu subordonner l'entrepreneur à une logique de soumission ou de ruine. Je pèse mes mots, c'est exactement ça. Le CIERP démontre ainsi l'énorme mystification à laquelle l'entrepreneur doit faire face, de par non seulement ce désastre minutieusement orchestré, mais qui plus est, chaque jour sciemment accentué par ses instigateurs et complices, l'État, les banques, et notamment leurs relais serviles, comme les organisations patronales représentatives que j'ai citées précédemment, ou même le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Alors eux, ils sont en dessous de tout, laissant cyniquement péricliter le poumon économique du pays constitué par les petites entreprises françaises. Alors ce constat, aussi ubuesque qu'effrayant, s'explique par le fait que le maintien des rentes de situation des mystificateurs que je viens de citer prime sur le bien commun et l'intérêt supérieur du pays. Voilà la raison. En fait, nous sommes en réalité face à ce que j'appelle des crypto-marxisto-fascistes spécialisés dans la fausse solidarité, c'est-à-dire la condescendance crasse, le vague sentiment de compassion, l'attendrissement superficiel, le mensonge érigé en vérité et le vice édifié en vertu. Alors après, le CIERP, il a des objectifs clairs, une vision intégrale. Le CIERP défend un projet d'économie fondé sur la justice naturelle, la probité, la transparence et la subsidiarité. Parmi ces axes d'action, on trouve la défense de l'économie réelle, contre la spéculation, la finance abstraite et les cartels technocratiques, l'annulation des dettes illégitimes et odieuses, notamment, bien évidemment, les prêts garantis par l'État, obtenus, je tiens à le préciser, sous chantage étatique, la lutte contre la corruption, le népotisme, le détournement de fonds publics, les conflits d'intérêts, la promotion de l'équité devant la loi et le respect du droit de propriété, de travail, de réunion, de déplacement. Le refus, bien évidemment, de la dictature sanitaire, justement, on est en train d'en reparler là, de la soumission vaccinale imposée comme condition à la liberté, la résistance aux lois liberticides, qu'elles soient d'ordre fiscal, sanitaire ou administratif. Loin d'un syndicalisme idéologique, le CIERP milite pour une économie du bien commun.
une société où l'État n'est pas le maître des consciences, mais le garant de la liberté concrète. Alors, j'ai obtenu, je tiens à le souligner, c'était une grande fierté pour moi, le soutien de Monseigneur Vigano. Alors, Monseigneur Vigano, c'est un archevêque et qui est un ancien nonce apostolique aux États-Unis. Donc, en fait, moi, pourquoi je dis que c'était une grande fierté? Parce qu'en fait, c'est venu légitimer quelque part le CIERP en tant que confirmation morale. Effectivement, dans une lettre du 15 mars 2024, Monseigneur Carlo Maria Vigano, effectivement ancien nonce apostolique aux États-Unis, m'a apporté un soutien public et solennel. Il a salué, je reprends ces mots, mon courage, a dénoncé les PGE comme des instruments d'asservissement et il a vu dans le CIERP un exemple de fidélité à la doctrine sociale catholique. Monseigneur Vigano dénonce sans détour l'orchestration mondiale de la destruction des PME par les élites du Forum économique mondial, au profit d'un modèle de société fondé sur la dépendance numérique, l'économie centralisée et l'effacement des classes moyennes. C'est exactement ça. Avec le PGE, ça a été un bel outil pour ça. Mais on continue à se battre, bien évidemment. Alors, Monseigneur Vigano, il a appelé les entrepreneurs français à suivre mon exemple. Et ça m'a vraiment touché. À refuser de collaborer avec les structures de péché et à reconstruire une économie enracinée dans la vérité et la justice. Alors, effectivement, le CIERP, c'est un outil de combat spirituel et politique. Parce que le CIERP ne se contente pas de proposer des aides juridiques ou des conseils administratifs, il entend repolitiser la vie économique, c'est-à-dire rendre à l'entreprise sa dimension éthique, sociale, humaine. Le CIERP affirme hautement que le droit naturel, les lois de l'ordre moral, la dignité du travailleur et de l'entrepreneur priment sur les logiques de soumission numérique, de gestion par la peur et de gouvernance par l'extorsion. C'est en ce sens un acte de dissidence structurée qui refuse à la fois l'anarchisme individualiste et le collectivisme technocratique. Alors le CIERP, c'est quoi également? C'est un syndicat patronal qui œuvre pour une économie libre, juste et chrétienne. Effectivement, le CIERP incarne ce que les papes du XXe siècle ont appelé de leur vœu, à savoir une reconstruction de l'ordre social sur les fondements chrétiens. Il met en œuvre, de manière directe et pragmatique, la doctrine sociale de l'Église, dignité de la personne humaine, subsidiarité et responsabilité, droit à la propriété légitime, primauté du bien commun sur l'intérêt des puissants, refus du matérialisme et de l'exploitation. Et c'est en cela que Catholique de France a souhaité me faire un article vraiment très laudateur. Hein. Je remercie encore Mathias, son président. Donc, puisque effectivement mon combat, le combat du CIERP, rejoint celui des catholiques de France, appelés à résister à l'injustice, non pas dans les slogans, mais dans la création d'initiatives réelles, ancrées, solides et alternatives. Alors, le CIERP, enfin, j'ai envie de dire que c'est également une organisation qui est là pour restaurer l'honneur des entrepreneurs libres. Le CIERP n'est pas une structure protestataire de plus, il est l'une des rares voies cohérentes à articuler défense des droits économiques, souveraineté et enracinement moral. Effectivement, à une époque où la majorité des structures syndicales collaborent avec le pouvoir ou se perdent dans des combats accessoires, le CIERP trace une voie de résistance paisible, structurée et argumentée. Pour les catholiques, le CIERP représente un point d'appui concret pour défendre la justice dans le monde du travail, protéger les faibles, honorer ceux qui créent, construisent, emploient et produisent. Et cela sans jamais séparer la liberté économique de la loi morale. Alors voilà, donc ça c'était pour la présentation du CIERP. Donc je vais enchaîner, si tu le permets, Diane, sur la présentation du livre. Alors le livre, c'est un livre que j'ai écrit en 2024. Donc le titre, c'est donc Sauvons les TPE-PME du PGE de Caen, enfin la victoire du droit sur la finance. Alors c'est un livre que j'ai écrit avec Monsieur Arnaud Upinski, qui était mon préfacier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Upinski,
C'est un grand intellectuel français. Alors, c'est un scientifique, en même temps un philosophe, c'est un linguiste. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça ferait longtemps, je considère que je ne suis pas le seul à le penser, que ça fait longtemps qu'il devrait être membre de l'Académie française. Alors, j'espère qu'il sera exaucé bientôt. Et donc, c'est également, parmi ses innombrables titres et qualités, c'est également le faire-valoir d'un prix Nobel d'économie, euh, puisqu'il est président de l'ERAMA, qui est une association qui met en avant les apports en économie de Maurice Allais, qui est ce prix Nobel d'économie. Alors, donc, en fait, dans ce livre, je montre les ressorts de l'opération PGE, les prêts garantis par l'État, plutôt, on va dire, les prêts prétendument garantis par l'État, en allant vraiment jusqu'au bout de la vérité. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on peut reprocher à beaucoup de prétendus résistants ou prétendus dissidents qui vont pas jusqu'au bout de la vérité. Et c'est ça le malheur, le drame, puisque moi je considère, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Diane, c'est que pour réussir à atteindre un objectif, comme l'a dit le Christ, la vérité nous rendra libres. Et il faut vraiment aller jusqu'au bout de la vérité, parce que il faut vraiment énoncer la vérité dans toute sa plénitude. Et moi, je considère que tout le monde doit en être le véhicule. Il n'y a que comme ça on peut atteindre nos objectifs. En fait, ce que tu as fait là, c'est que tu as décortiqué jusqu'au bout un plan qui était présenté comme voulant sauver les entreprises, alors même que c'était fait pour les tuer. Donc, tu as démontré que ce qu'il disait être, en fait, c'était purement l'inverse. Et Tout à fait. je te rejoins dans cette notion de vérité au sens où si on laisse, si on n'est pas purement intègre et si on va pas jusqu'au bout, qu'on laisse passer une petite chose, en fait, qui vole un œuf vole un bœuf, à partir du moment où on se laisse corrompre un tout petit peu, la porte est ouverte à tout. Donc c'est important d'avoir cette valeur parce que sinon on ne peut pas faire société, en fait. Si tout le monde devient malhonnête, alors il est plus possible de faire société. Plus possible de faire Exactement. société. Exactement. Alors, effectivement, pourquoi je dis que je suis allé jusqu'au bout de la vérité avec M. Lipinski? C'est parce qu'effectivement, j'ai mis en lumière la manœuvre frauduleuse et inepte économiquement de transformation du chiffre d'affaires des TPE-PME en dette financière irremboursable. Ça, c'est complètement inepte d'un point de vue économique. Même un première année de CAP comptabilité, il va comprendre qu'on ne peut pas remplacer du chiffre d'affaires par de la dette. C'est pas possible. Mais il faut croire que nos chers dirigeants, malgré qu'ils aient fait l'école nationale d'administration, donc une école prestigieuse, hein, bah, ils sont même pas capables de comprendre ça. Mais bon, j'ai envie de dire que ils le comprennent quand même. Et Je que, pense, voilà, c'est ça. L'erreur, voilà, c'est une excuse un peu trop facile à laquelle on ne croit plus. ben voilà, on les fait passer pour des gens qui sont incompétents, mais ce qu'il faut préciser, ils sont incompétents pour faire le bien. Mais par contre, ils sont hyper compétents pour faire le mal. Voilà. Ça, voilà où est leur compétence. Alors, ce livre, il met en exergue l'orchestration de la finance étatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la finance étatique? C'est l'État au service des banques et des grands groupes, et les banques et les grands groupes au service de l'État. Donc, cette finance étatique, elle a abusé de la faiblesse des TPE, PME, très durement entravées et fragilisées pendant la crise dite Covid, ce que moi j'appelle ça l'opération Covid, afin d'hâter le transfert des richesses des classes moyennes vers les plus aisés. On en est là. Donc ce livre dénonce également l'opacité, l'hypocrisie et le visage hideux du monde bancaire, choyé par l'État, mais aussi la violation par ce dernier, donc l'État, du principe d'égalité devant la loi en accordant des effacements énormes de PGE, plus de 100 millions d'euros, discriminatoires et illégaux aux seules grosses entreprises, excluant de fait toutes les TPE, PME, pourtant poumons économiques du pays. Alors, d'ailleurs, sachez que là, il y a, par le biais de mon entreprise, avec l'appui du CIERP, donc j'ai lancé une procédure devant le Conseil d'État pour justement violation du principe d'égalité devant la loi, puisqu'il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'il y a des grosses sociétés, et uniquement les grosses sociétés, qui se sont vues effacer leur dette PGE. Certaines, je vais en citer une
emblématique, la société Latécoère, qui est une société aéronautique de Toulouse, qui est détenue par un fonds d'investissement américain qui se trouve dans un paradis fiscal. Alors, cette grosse boîte, elle s'est fait effacer en catimini plus de 100 millions d'euros de PGE. Et nous, les petits entrepreneurs, ben nous, on nous méprise et on nous abandonne à notre triste sort. Donc, j'ai déposé, donc encore une fois, un recours devant le Conseil d'État pour violation du principe d'égalité devant la loi. Voilà. Et justement, je profite de. Il en est où ton cours du coup? Tu l'as déposé quand? Il en est où? Tu auras une réponse quand? Alors bon, là, il a été déposé. En... Alors, il a été déposé quand? Il a été déposé en, si j'ai bonne mémoire, en mai 2025, donc c'est récent. D'accord. Et quel est le délai dans lequel ils doivent répondre? Bah, écoutez, là, le délai, bah, ça c'est, ça, je peux pas dire. En général, le Conseil d'État, ça va plus vite que les recours qui sont déposés devant les tribunaux administratifs. Je l'espère, avant la fin de l'année, on va peut-être avoir peut-être la signification d'une première date d'audience, parce que pour l'instant, on n'a même pas de date d'audience, rien du tout. Hein. Alors, j'ai quand même bon espoir, parce que bon, il reste quand même des magistrats et des serviteurs de l'État qui servent l'État dans le sens où ils doivent servir la population. Et je me dis que peut-être ils vont être sensibles à nos arguments, qui sont des arguments de bon sens. D'autant plus que là, faut savoir que avec nos avocats, on a déposé en plus une question écrite qui avait été déposée par le très regretté et admirable député Olivier Marleix, justement, qui a été le seul député qui avait osé dénoncer cette inégalité scandaleuse de traitement. Et en fait, il avait déposé cette question en, également en mai 2025. Donc, c'est pour ça qu'on l'a joint tout de suite à notre recours. Et en fait, Monsieur Olivier Marleix, comme tout le monde sait, malheureusement, il a été retrouvé mort, suicidé, entre guillemets, en juillet 2025. Et donc, je voudrais lui dédier ce livre. Et il avait déposé cette question après qu'il ait lu mon livre que je lui avais offert. Donc là, je lui rends hommage encore et vraiment, ça serait vraiment bien que tous les députés prennent son exemple. Parti. Alors, pour terminer, je voudrais dire que, pour reparler de mon préfacier Arnaud Upinski, donc avec son appui, on explique le parcours initiatique nécessaire pour résister concrètement à l'oppression et à l'injustice en révélant une méthode de blocage légal des remboursements PGE dans l'attente de la solution politique sur laquelle je travaille d'arrache-pied depuis 3 ans. Donc effectivement, il y a ce recours devant le Conseil d'État. J'ai également déposé un recours devant le tribunal administratif. J'ai également déposé donc un recours contre ma banque octroyeuse PGE. Ça fait maintenant presque 3 ans. Donc là, c'était devant le tribunal de commerce. Et donc là, je suis très confiant parce que effectivement, là, il y a eu une audience très récemment. Et donc avec nos avocats, donc nous avons pu vraiment démonter tous les arguments entre guillemets de la partie adverse. Donc en fait, il n'y avait pas d'argument, hein, parce que en fait, pour donner comment dire confiance aux chefs d'entreprise qui voudraient utiliser la méthode que j'ai mis en œuvre et qui peuvent retrouver dans ce livre, ou également en se connectant sur le site www.csirp.fr. Je pense que vraiment, ils peuvent être confiants parce que moi, ce que j'ai remarqué, là, ça fait quand même maintenant 3 ans que je suis sur ce dossier-là, et suite à la dernière audience qu'il y a eu au tribunal de commerce de Nancy, vraiment, on a vraiment littéralement démonté la partie adverse, puisque on s'est rendu compte que vraiment, il y avait vraiment une totale vacuité dans leurs arguments.
puisque et pourquoi ça dure depuis 3 ans? Parce qu'en fait, euh, encore une fois, ils n'ont pas d'argument et ils ont absolument aucun moyen de contrer ce qu'on peut appeler leur soutien abusif. Pour eux, c'est impossible de contrer ça. Parce que, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le PGE, même si ça a été un prêt, on peut dire que c'est un prêt comme un autre, mais ce n'est pas vraiment un prêt comme un autre, puisque il a été octroyé dans des conditions qu'on connaît, et c'était ça ou c'était la mort immédiate. C'est pour ça que je dis que d'un point de vue économique, c'était complètement inepte de remplacer du chiffre d'affaires par de la dette, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, ça a été un prêt de trésorerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers, que ce soit un prêt comme le PGE ou un prêt style, par exemple, quand les gens empruntent pour acheter leur maison, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder si l'emprunteur il a les capacités pour le rembourser, ce prêt. Et donc, pour une entreprise, quand un banquier prête de l'argent à une entreprise, il va lui demander ses bilans, il va lui demander d'expliquer quels sont les investissements escomptés. Et donc, le banquier se dit, donc moi, je prête de l'argent à l'entrepreneur et grâce à cet emprunt, il va pouvoir investir et donc il va avoir un retour sur investissement. Et grâce à ce retour sur investissement, il va pouvoir me rembourser mes échéances. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Parce que, encore une fois, en, dès les premières semaines des confinements, donc les confinements, ils ont commencé en mars 2020. Pour reprendre mon exemple, moi, en avril 2020, j'avais déjà perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est énormissime. Et donc, si vous perdez votre chiffre d'affaires, on vous empêche de travailler, mais les charges et dettes d'exploitation préexistantes à cette crise sanitaire, il faut bien continuer à les payer. Donc, vous vous dites, bon, moi j'ai été démarché, parce qu'il faut savoir que les entreprises ont été démarchées. Ça a été mon cas, ça a été le cas de nombreux de mes adhérents. Et donc, voilà, pour faire simple, j'ai ma banquière qui m'a appelé, et puis elle m'a dit, voilà, Antonio, il faut que vous preniez ce prêt, parce que sinon, vous allez mettre la clé sous la porte. Et donc, moi, j'ai rien demandé, hein. On est venu me démarcher. Alors, effectivement, je l'ai pris parce que, voilà, 50% de mon chiffre d'affaires en moins, il fallait bien que je continue à payer mes charges et dettes d'exploitation préalables à la crise. Donc, au bout de quelques mois, cet argent qui m'a été octroyé, il a été absorbé, mais contrairement à un autre prêt où on s'attend à augmenter son chiffre d'affaires grâce à l'investissement, etc. Donc, ce chiffre d'affaires supplémentaire logique qui doit permettre de rembourser ce prêt, non seulement il est pas arrivé, mais en plus, le chiffre d'affaires qui nous a été supprimé, il est pas revenu. Donc, mathématiquement, c'est complètement impossible de rembourser ce PGE. Puis il y avait aussi l'augmentation de toutes les énergies en fait, hein, qui ont plombé beaucoup de. Mais est-ce qu'on pourrait presque se dire que c'était un piège volontairement tendu? Parce que on a l'impression que tout ce qui a été orchestré, c'était vraiment pour faire tomber les petites et moyennes entreprises, rachetées par des gros conglomérats, et in fine, mettre la clé sous la porte pour les petits entrepreneurs, quoi. Bah oui, oui, c'est ce que je disais Et au donc, début. si on avait voulu piéger les gens, on s'y serait pas mieux pris. On peut dire ça on pourrait mettre Tout à l'hypothèse. fait. Et c'est pour ça que dans ce livre, je fais le parallèle avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes de 2007-2008. Ouais. Ça s'est passé aux États-Unis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, où en fait, vous avez les banquiers, encore eux, c'est pour ça que je parle de leur visage hideux, Ouais. ils ont fait miroiter à des petites gens, on va dire, des gens comme toi et moi, que ils allaient devenir propriétaires de belles maisons, de beaux appartements. Et donc, on a ouvert les vannes du crédit. Donc, on leur a octroyé des prêts, sachant pertinemment qu'ils n'avaient absolument pas les capacités financières de remboursement. Et ce qui devait arriver est arrivé. Les pauvres Américains se sont retrouvés à la rue et les banques
ont récupéré les belles maisons et les appartements pour une bouchée de pain. Et c'est exactement la même chose avec les prêts prétendument garantis par l'État. Donc, on a donné de l'argent à des entreprises à qui on a supprimé un chiffre d'affaires. On savait très bien que le chiffre d'affaires n'en reviendrait jamais. Et avec un tel cataclysme, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on empêchait les entreprises de travailler. Et donc, voilà. Donc, on savait très bien que les entrepreneurs qui allaient accepter cet argent ne pourraient jamais le rembourser. Donc, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, les pauvres petits patrons, ceux qu'on méprise, hein, ceux que nos pseudo-représentants, MEDEF, CPME, tous ces pseudo-représentants, tous ces gens qui nous méprisent, hein, ils le savaient très bien. Hein, donc, ils ont laissé faire insciemment. Hein. Voilà. C'est machiavélique, en fait. Et quand je les contacte, ils me méprisent, hein, et puis même pour certains, ils me bloquent. Ils me bloquent, voilà, voilà. Donc, ce sont des lâches et des pleutres. Voilà. Je leur ai demandé plusieurs fois de me recevoir, hein, pour leur démontrer, tiens, justement, ça, il fallait que j'en parle aussi, parce que, alors, tout le monde ne le sait pas, parce que moi, au départ, bon, je ne me suis pas vraiment présenté. Bon, au départ, j'ai une formation d'expert comptable, puis j'ai travaillé pendant de nombreuses années à des postes de direction. Actuellement, je suis chef d'entreprise dans les services d'aide à domicile. J'ai été également directeur financier dans un grand centre hospitalier. J'étais directeur d'EHPAD. J'ai fait pas mal de choses. J'ai également été prof d'économie et de gestion. Bon, bref, ça fait plus de 20 ans que j'exerce des fonctions de direction dans tout ce qui est gestion d'entreprise. Donc, les chiffres, ça me connaît. C'est ça. Et donc, j'ai fait le boulot que nos chers ministres devraient faire, ou nos chers experts comptables devraient faire. Ce que j'ai fait le boulot d'un commissaire aux comptes, mais pour l'État. Donc, j'ai pris les chiffres officiels, Cour des comptes, INSEE, etc. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion suivante que, surtout qu'en ce moment, on est en train de faire croire à la population française que c'est impossible de sortir un budget 2026 à l'équilibre, ou encore moins, même pas équilibré, alors que c'est possible, hein, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais ils sont même pas capables de dire qu'ils vont pouvoir sortir un bon budget, c'est pas possible. Hein, non, non, non. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai fait mon boulot, hein, le boulot qu'encore une fois tous ces gens devraient faire. Et donc, je suis arrivé à la conclusion suivante, que tout simplement, et c'est pour ça que je dis que tous nos pseudo-représentants sont des lâches, parce que je leur ai demandé plusieurs fois de me recevoir pour leur expliquer, et je pèse mes mots, en toute humilité, en 2 temps, 3 mouvements, comment immédiatement on peut inscrire au budget 2026 un minimum de 60 milliards d'euros de recettes. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, etc. Mais tout ça, ça s'explique. Tout ça, ça s'explique. Donc, à quoi servent tous ces gens? À quoi servent tous ces gens? Je pose la question. Ils sont complices, c'est tout. Regardez, monsieur le Premier ministre, je vous ai sollicité. J'ai sollicité plusieurs de vos ministres actuels. Personne ne me répond. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez. C'est dur d'entrer dans la vérité? Ouais. Je pose la question. En plus, je sais que les banques, c'est elles qui maîtrisent vos agendas. Mais les banques, sachez-le, mais je l'ai déjà expliqué, parce qu'il faut savoir que j'étais à un moment donné en lien direct avec la chef de cabinet adjointe, je ne vais pas citer son nom, elle l'est plus maintenant, l'ex-chef cabinet adjointe de Bayrou. Et donc, j'ai échangé en direct avec elle, et je lui ai tout expliqué. Je lui ai tout expliqué, hein. Parce qu'à l'époque, M. Bayrou, il disait « La France est en danger de mort, elle est en danger de mort ». Bon, j'ai envie de dire que tout ça, c'est pour faire peur aux gens, comme d'habitude. Et donc, j'ai expliqué à sa collaboratrice directe que ce n'est pas du tout le cas. Mais elle ne m'a jamais répondu. Elle m'a jamais répondu. Je lui ai envoyé par écrit la démonstration là, des 60 milliards d'euros de recettes et je l'ai de nouveau sollicité pour qu'elle m'accorde un entretien, elle ou, si possible, le Premier ministre.
Parce que, alors on va dire, mais bon, il se prend pour qui celui-là? Il va être reçu par monsieur le Premier ministre, attention. Ah oui, mais moi je suis un citoyen, je paye des impôts. Il faut savoir que tous ces gens-là, sans vouloir être médisant, ce sont nos employés. Donc, moi, humblement, je propose une solution. Encore une fois, on veut nous faire croire que la France est au bord du gouffre. Mm. Elle n'est pas au bord du gouffre, elle est au bord du gouffre parce que eux, ils veulent qu'elle soit au bord du gouffre. Oui, mais ce serait révéler que ces fonds, en fait, ont été spoliés aux Français au bénéfice de la haute finance et que récupérer ces 60 milliards, si je veux résumer, c'est dire à la haute finance que vous nous avez volé, on le récupère. C'est un peu ça. Mais, oui, 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 tout à fait. Voilà. Alors après, moi, Donc je dirais. évidemment, pour des complices, ça va être compliqué de dire ça, quoi. C'est sûr. Alors après, je les ai rassurés, tous ces messieurs, dames des ministères, etc. Puisque, et ça, il faut savoir que je travaille avec des avocats spécialisés en droit des affaires, en finance, euh, et donc, grâce à eux, hein, puisqu'on est vraiment une équipe, hein, et ben, j'ai expliqué à mesdames et messieurs, quoi, non, non c'est plus des dames, hein, parce que je parlais que des premiers ministres, à messieurs les premiers ministres successifs, hein, dont le dernier, monsieur Le Cornu, que si jamais ils ont peur de froisser leur maître de la, alors j'appellerais pas ça la haute finance, j'appellerais ça plutôt la basse finance. Alors, s'ils ont peur de froisser leur maître de la basse finance, ben, je tiens à les rassurer. Puis d'ailleurs, les banquiers, ils le savent déjà ce que je vais dire. Mm. Avec cette opération PGE, ils ont déjà récupéré depuis très longtemps leur mise, minimum 2 fois. Alors j'explique rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi a été excellemment bien faite pour ces mesdames et messieurs les banquiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'instant que le pauvre petit patron ne peut plus rembourser ne serait-ce qu'une seule échéance de son PGE, c'était écrit dans la loi, la banque, elle a le droit de toucher 90% du montant du PGE. C'est la fameuse garantie de l'État, prêt garanti par l'État. Donc c'est vrai que c'était alléchant, prêt garanti par l'État. Donc même moi, qui ai une formation d'expert comptable et qui ai l'expérience que je vous ai indiquée, quelque part, je me suis fait avoir, quoi, quelque part. Et c'est pour ça que j'appelle ça un PGE de con. On nous a pris pour des cons et on nous prend pour des cons en permanence. Mais contrairement, malheureusement, à beaucoup de gens, bah nous, les vrais résistants, les personnes qui œuvrent vraiment pour le bien commun, notre cerveau, il est pas endommagé. Et donc, on a compris, malheureusement trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, qu'on s'est fait avoir. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que les banquiers, pourquoi ils ont récupéré 2 fois leur mise? Donc la première fois, donc je viens de le dire, donc je le répète, au premier défaut de paiement, ils touchent 90% du montant du PGE. Et deuxièmement, eh ben, ils utilisent des techniques qui font partie de ce qu'on appelle le shadow banking. Alors, c'est en anglais. En français, on appelle ça la finance cachée ou la finance de l'ombre. Mm. Donc, c'est des techniques financières où les banques, elles vendent par paquet leurs prêts. C'est pas seulement les PGE, hein. Même, il faut savoir que même les prêts immobiliers, ils sont vendus par paquet sur les marchés financiers. Et à la rigueur, bon, ça, ce que je vais dire, ça pourrait être une bombe, mais bon, il faudrait que les Français soient un peu courageux. Comme les PGE, il faut savoir que les, les banquiers, quand ils vendent leurs prêts sur les marchés financiers, eh ben, en fait, ils sont plus propriétaires de la créance. Et donc, quelque part, on n'a plus à les rembourser. Il faut le savoir, ça. Donc, dans le cas des PGE, ils ont vendu nos prêts sur les marchés financiers et donc ils ne sont plus propriétaires de la créance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vendre les prêts sur les marchés financiers? C'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui a crédité leur compte du montant des PGE. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils vendent les prêts, ils les vendent par paquet, je le répète, mais de façon anonyme. Donc il est impossible de savoir, quels, quels sont les prix qui ont été vendus. Et c'est pour ça que les banquiers, ils sont dans l'extrême difficulté. C'est pour ça que j'ai très bon espoir de gagner mon procès.
face à ma banque, puisqu'ils sont pas capables de prouver, ils sont pas capables de prouver qu'ils ont vendu le prêt. Parce que nous, on leur demande de nous prouver qu'ils sont encore titulaires de la créance, et, ils s'y refusent. Ils s'y refusent parce que, tout simplement, comme ils vendent tout par masse, ils sont incapables de dire, Mais dites-moi, j'ai une petite question. Si en fait l'État rembourse 90% du prêt, pourquoi la banque va-t-elle relancer ensuite l'entrepreneur vu qu'elle a été remboursée à 90% et quasiment 100% du prêt? bah, on Ça veut connaît, dire qu'elle s'est remboursée deux fois, en admettant. Elle le vend sur le marché une fois, elle est remboursée par l'État, et ensuite elle va demander à l'entrepreneur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. alors justement, c'est là où réside la malignité, Ouais. la cupidité de nos amis, entre guillemets, banquiers, puisque, encore une fois, la loi a été faite pour eux, parce que, je le répète, ils ont touché une première fois les Mm. 90% du montant du prêt. Mais, donc, pour toucher ça définitivement, ils l'ont bien sur leur compte. Mais pour que ça devienne officiel, il faut qu'ils utilisent toutes les voies de recours, épuiser toutes les voies de recours pour avoir cet argent officiellement. Et qu'est-ce que c'est toutes les voies de recours et les épuiser? Ben, c'est tout simplement aller jusqu'à conduire l'entreprise vers la liquidation judiciaire. Et une fois que l'entreprise elle est liquidée, officiellement, ils peuvent garder l'argent. C'est tout simplement scandaleux. C'est horrible comme pratique. Donc, c'est Donc pour ça. il y avait bien préméditation à supprimer les entreprises, en fait. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que nos chers amis, les ministres et premiers ministres, ne me répondent jamais. Pareil Ouais, pour le ouais. MEDEF, pareil pour la CPME, pareil pour l'ordre des experts comptables, puisqu'ils sont complices. Je pèse mes mots. Vu, vu que, vu que l'État, et c'est ça où réside la malignité, l'État, il a tout intérêt à effacer les PGE, j'en ai pas encore parlé, puisque s'il efface les PGE, il n'a pas à rembourser la garantie. Parce que Mm. quand on efface, quand il y a un abandon de créance, automatiquement, il y a un abandon de la garantie. Donc, Mm. l'État a tout intérêt à effacer les PGE, d'où mon calcul où j'arrive à mes 60 milliards de recettes. Donc Ouais, ouais, c'est ça. ça, je l'ai martelé au Premier ministre, au ministre des Finances. Je le répète, si vous m'écoutez, Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que vous le savez. Donc je vous le répète, si vous effacez les PGE, j'ai chiffré ça au moment où on se parle, une trentaine de milliards. Et uniquement les petites entreprises. Je ne parle même pas des ETI, et encore moins des grandes entreprises. Bon, mais bon, elles ont les capacités de remboursement. Bref. Mais certaines ETI commencent à être dans l'extrême difficulté aussi, il faut le savoir. Mais en tout cas, les petites entreprises, j'ai chiffré ça à une trentaine de milliards. Donc, donc déjà, si vous effacez les PGE, les PGE des petites entreprises, eh ben, vous récupérez les 90% du montant de ces PGE. Vous n'avez pas, pas versé cette garantie aux banques puisqu'elle est effacée automatiquement avec l'abandon des créances. Et encore une fois, je vous rassure, pour vos amis les banquiers, ils ont déjà récupéré au moins 2 fois leur mise. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, tout simplement. Donc, recevez-moi, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de problème, je viendrai tout vous expliquer. Et vous deviendrez un Premier ministre qui rentrera dans l'histoire, plutôt que dans ces poubelles. Parfait. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le dire. Et ça va révéler l'intégrité des uns et des autres, en fait, simplement. Tout simplement, tout simplement. Alors, euh, donc en fait, ce que je voudrais dire pour terminer sur la présentation du livre, bah, ce livre, bah, c'est en fait c'est un livre de combat. Que tous les patrons d'entreprise et les férus du monde des affaires, à la recherche d'une remise à l'endroit de l'économie politique, on vient d'en parler, doivent lire, avec en tout premier lieu, effectivement, ceux qui ont contracté un prêt garanti par l'État. Et je considère aussi que c'est un livre kit de sauvetage qui permet de déjouer les pièges du déni de justice et qui permet de faire retrouver aux patrons vertueux les clés de l'entreprise.
Voilà. Alors, je vais maintenant faire un zoom sur la conclusion de ce livre. Alors, les entreprises, peut-être, tu vas me corriger si je suis fausse, mais les petites et moyennes entreprises en France, c'est vraiment le poumon économique de la France. Hein? Ah oui, les petites Parce que entreprises en France, on, c'est on a vraiment le toujours tendance à dire les grosses entreprises, mais en fait, celles qui apportent qui apportent du travail aux gens, qui rapportent de l'argent à l'État, etc., ce sont les petites et moyennes entreprises. Oui, bien sûr, puisqu'elle représente la moitié du produit intérieur brut. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le PIB, produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées, la somme de toutes les richesses créées par les entreprises. Donc, elle représente la moitié donc de ce produit intérieur brut, la croissance du pays, et elle représente la moitié des emplois créés. Donc, c'est vraiment le poumon économique du pays. C'est ça. Donc, c'est une destruction de la France que détruire ces petites et moyennes entreprises. On est bien d'accord. Ah bah, concrètement, hein, concrètement et complètement. C'est pour ça que c'est incompréhensible, même si bien évidemment on a compris pourquoi ils font ça, puisque les marionnettistes que j'ai cités précédemment, bah, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour faire avancer leurs agendas mortifères Hum. et maléfiques, et maléfiques, pour ne pas dire sataniques. Ouais. Alors, justement, vu qu'on parle du diable, moi j'ai envie de parler de Dieu. Et ça a été l'objet pardon, de ma conclusion que j'ai appelé une vision spirituelle pour la résilience et l'économie. Donc, bah, je vais vous la lire, hein, ce livre en quelques secondes. Hein. Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur saint Thomas d'Aquin après. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Pour conclure ce livre, permettez-moi de partager une perspective plus spirituelle sur nos défis actuels. Face à des situations difficiles qui semblent insolubles, il est courant que beaucoup tombent dans le piège du fatalisme. Certains en viennent à croire qu'il n'y a pas d'issue, que tout est perdu, et pour les croyants, qu'une force divine les aurait abandonnés. Mais cette approche est erronée. La fatalité n'existe pas. Elle n'est rien d'autre qu'un mensonge, comme le rappelle la Bible, Jean 8, 44. Nous ne devons pas céder à ces illusions. L'adversaire, selon les croyances spirituelles, est très rusé et utilise trois tactiques pour restreindre notre potentiel tant terrestre que divin. Alors, les trois techniques et tactiques utilisées, ce sont la tromperie, les distractions et les découragements. Il est crucial de ne pas se laisser abattre par ces obstacles, même si la lutte semble ardue. Avec la foi, la notion de fatalité perd tout son sens. En prenant responsabilité de notre vie, nous pouvons réaliser des exploits et avancer vraiment en cessant de se chercher des excuses limitantes, justifiant lâchement l'inaction. Comme le dit encore la Bible, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alors là, c'est Job 19, 25. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Rien n'est impossible si nous avons confiance en lui. Pour terminer, j'ai écrit que dans le même ordre d'idées, je voudrais exprimer un souhait qui, j'en ai l'intime conviction, ne restera pas dans le domaine du vœu pieux. Atteindre l'objectif noble d'intégrer les idées de l'illustre saint Thomas d'Aquin dans notre droit et notre pratique de l'économie. Un petit clin d'œil à Virginie Despaux-Moretti par rapport à l'intégration des idées de saint Thomas d'Aquin dans notre droit. Alors moi, mon domaine, c'est plus l'économie. Alors je répète la phrase, atteindre l'objectif noble d'intégrer les idées de l'illustre saint Thomas d'Aquin dans notre droit et notre pratique de l'économie, laquelle, à mon sens, doit être au service exclusif du bien commun. Ça, c'est la clé. Je conclurai en affirmant que la pratique de l'économie doit nécessairement être inspirée par des principes chrétiens et plus spécifiquement catholiques. Que ce soit dans les relations entre employeurs et employés, vendeurs et acheteurs, entreprises et clients, entreprises et concurrents, ou encore entre banques et usagers, il est impératif d'agir avec moralité. Ça, c'est également la clé. Chaque acteur économique doit intégrer le bien-être de l'autre dans ses décisions afin de véritablement contribuer au bien commun. Voilà. Alors là, ça va me permettre d'en venir succinctement à ce que j'appelle la pratique catholique de l'économie. Alors, je vais vous expliquer pour moi qu'est-ce que c'est que la pratique catholique de l'économie. Très rapidement.
Donc, je dirais la chose suivante. Au-delà des liens de cause à effet et à travers les obligations et les influences, les faits économiques permettent à tout à chacun de faire librement des choix fondateurs de valeurs diverses. Si ces valeurs, elles sont focalisées sur la dignité de tout homme, elles prennent alors une composante éthique. Et si cette composante éthique est inspirée par la foi, c'est alors à ce moment-là que l'on rendra réalisable une pratique catholique de l'économie. Donc voilà, je le répète, il y a des faits économiques et donc les faits économiques résultent de nos choix. Qu'est-ce que tu entends par éthique en fait? Et ça veut dire quoi pour toi dans le domaine économique? Est-ce que c'est le respect de tous les acteurs? À ton sens, quelle pourrait être la déontologie à ce niveau-là? Alors justement, ça fait l'objet de ce que je vais dire après, mais je vais répondre à Ok. ta question Bon, tout de alors, suite. vas-y, c'est bon, c'est bon. Non, Ok. non, mais je vais répondre par une phrase très simple. En fait, c'est ce que j'ai dit un peu dans ma conclusion, mais je vais le redire autrement. Moi, je considère, et là je tiens ça de mon maître à penser, qui est saint Thomas d'Aquin, donc qui est un théologien qu'on appelait le docteur des docteurs, qui a vécu au XIIIe siècle, à l'époque du grand roi Saint-Louis. Et donc, d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, il a été professeur à la Sorbonne, à Paris, il faut le savoir. Il était Et philosophe. donc, pardon? Il était philosophe aussi, quelque part. Oui, bien sûr, c'était un philosophe. Hein. Philosophe, psychologue, enfin, beaucoup d'analyse. C'était quelqu'un c'était un savant en fait. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'était un savant, c'était surtout un théologien qui a écrit, qui a analysé la parole du Christ. D'ailleurs, il a eu, pour ceux que ça intéresse, une apparition de Jésus lui-même. Et d'ailleurs, je répète ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, tu as bien écrit de moi, Thomas. Que veux-tu en échange? Et saint Thomas lui a répondu, rien d'autre que vous, Seigneur. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on apprend ça, on se dit, voilà, si seulement on avait un saint Thomas à la tête du pays. Oui, mais par définition, c'est vrai que ceux qui prennent le pouvoir ne sont pas ceux qui devraient l'avoir. Hein. Et ceux Non, non, non. qui en seraient dignes, en fait, ne veulent surtout pas du pouvoir. Ils en ont peur. Donc, Bah, c'est si, comme dirait mon ami Arnaud Lipinski, il faut à un moment donné, il va falloir quand même qu'on remplace ceux qui ont l'art de mentir par ceux qui ont le droit de commander. exactement. Tout à fait. Alors, pour terminer, pour répondre à ta question par rapport à l'éthique, Oui. moi je dirais que, en fait, dans tout ce qu'on fait, tout le monde doit poser des actes moraux. Chacun doit, et surtout en matière d'économie, chacun doit poser des actes moraux en prenant en compte l'autre dans son calcul économique. C'est ça la clé. Si, c'est à ça que sert des grands penseurs comme saint Thomas d'Aquin. Parce qu'en fait, moi, le but du CIERP, là les gens commencent à le comprendre, c'est petit à petit à amener une pratique chrétienne de l'économie de façon à moraliser les affaires, de façon à concourir au bonheur, parce que s'il n'y a pas de moralité, il ne peut pas y avoir de bonheur. On le voit, on le voit. Tout ce qui se passe, on voit l'état du pays, on voit l'état des gens, on voit l'état des gens. Quand il y a une société sans Dieu, ça ne peut créer que du malheur et de la désolation. On le voit. Tous ceux qui ne pensent qu'au pouvoir, à la richesse, au final, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du matérialisme. C'est pas ça le plus important. Et donc, si les chefs d'entreprise, ils comprennent que c'est normal, c'est normal. On a besoin des chefs d'entreprise, bien évidemment. J'en suis un moi-même. Et donc, il faut créer de la richesse. Mais, ça on va en parler après, si on a le temps, mais créer de la richesse uniquement pour créer de la richesse, ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle la crématistique. Ça a été développé par Aristote. Alors après, saint Thomas d'Aquin, il l'a un petit peu modéré, la position d'Aristote, mais, saint Thomas d'Aquin, il est pour la création de richesse. Mais pas seulement créer de la richesse pour créer de la richesse. La richesse, elle doit servir exclusivement au bien commun. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux chefs d'entreprise. C'est sûr, c'est un travail de longue haleine, mais on peut y arriver. Hein.
c'est pas la peine de vouloir absolument absorber les petites entreprises, avoir tout pour soi-même, utiliser des méthodes de concurrence déloyale pour assommer les faibles, etc. Donc ça, c'est pas possible. Donc, des penseurs comme saint Thomas d'Aquin, et puis tous les autres économistes qui l'ont repris, on va en parler, ils sont là pour moraliser les choses, de façon à concourir réellement au bien commun, et pas au malheur comme à notre époque. Et le bien commun, en fait, c'est le bien pour tous, parce que si on a une justice sociale, on a la paix sociale, en fait. S'il y a un accaparement des richesses fait par certains, tandis que les autres rentrent dans la pauvreté, on ne peut pas être dans la paix. Donc, in fine, la vie, la civilisation, la société ne peut se faire qu'en s'appuyant sur des valeurs qui sont morales. Et sans dire de partage égalitaire, mais une juste répartition des richesses. Tout Donc, à c'est fait. une évidence, même hors croyance religieuse, c'est une évidence flagrante qu'on voit dans l'histoire, en fait. Oui, 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 et tu as parfaitement raison. Mais moi, je dirais quand même que c'est comme le terme de croyance religieuse, on peut l'utiliser parce qu'en fait, bon, certes, tout le monde a compris que j'étais catholique et que je considère, on a la preuve, notamment avec le linceul de Turin, que Dieu existe. Il nous a laissé une preuve de son existence, notamment avec le fameux linceul de Turin. Donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que, en tant que catholique, euh, le fait d'utiliser de mettre de la moralité dans tout ce qu'on fait, ça s'appelle un commandement. Ça fait partie des commandements de Dieu. Et justement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, notamment à partir et surtout à partir de la Révolution française, la Révolution dite française, on a remplacé les commandements de Dieu après 13 siècles de monarchie de droit divin, à partir du 5e siècle et l'an 496 du baptême de Clovis, on a eu quand même 13 siècles de rois, de royautés qui étaient des lieutenants du Christ. Et donc, je prends des exemples. Par exemple, à l'époque de Louis XIV, un de ses ministres, qu'on pourrait considérer à notre époque comme un Premier ministre, Colbert, il ne prenait pas une seule décision sans vérifier au préalable que ça correspondait au commandement de Dieu. Alors après, on peut discuter, tout n'est pas parfait, parce que bon, sous Louis XIV, c'était un régime, c'était quand même de l'absolutisme, et ça, c'est pas forcément bien. Mais c'était quand même tempéré par le fait que les décisions étaient prises dans la mesure du possible et surtout le plus souvent possible et souvent et bien évidemment plus exclusivement que souvent en fonction des commandements de Dieu. Et si je prends aussi si je prends l'époque de Louis XIII qui avait comme premier ministre le cardinal de Richelieu, d'ailleurs le créateur de l'Académie française, euh, que M. Upinski soutient, que M. Upinski représente vraiment admirablement. C'est pour ça que je trouve ça honteux qu'il ne soit toujours pas à l'Académie française. Voilà, bref, bon, ça c'était un aparté. Donc, je voudrais dire que, pour revenir sur ta question, que c'est important de penser à l'enseignement de notre Créateur qui a été incarné par son Fils, c'est-à-dire Jésus. Donc voilà, alors après, on croit ce qu'on veut, bien évidemment, si ça fait plaisir à certains de croire à l'univers, qu'ils continuent à croire à l'univers, mais en tout cas, il y a quelque chose au-dessus. Moi, j'appelle ça Jésus-Christ, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, alors après, on parlait donc du fait que pour arriver à une pratique catholique de l'économie, il faut mettre de l'éthique dans tout ce qu'on fait d'un point de vue économique. Et si cette éthique est inspirée par la foi, donc c'est-à-dire les enseignements de Dieu retranscrits par des grands penseurs comme saint Thomas d'Aquin, par exemple, et ben là, on peut arriver à une pratique catholique de l'économie. Alors, moi, en ce qui me concerne, comme vous l'avez compris, mon inspiration, elle me vient effectivement de cet illustre penseur, encore une fois, qui est saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église,
dont je suis effectivement en train d'étudier l'œuvre magistrale, qui s'appelle la Somme théologique. Alors, vous voyez, je vous le montre, c'est ça la Somme théologique. Donc, c'est pas. Là, il y a, je me trompe pas, il y a quasiment 4000 pages. Alors, c'est un, c'est un ouvrage en 3 parties. Alors, il y a, on appelle ça en latin la prima pars, dont on y traite de théologie comme science. Euh, on y parle des anges, l'homme, le gouvernement divin. Après, il y a la première partie. Là, on y parle plutôt tout ce qui est la grâce, le péché, la béatitude. Et après, il y a la seconde partie, Secunda Sunde. C'est là-dessus surtout qu'on y trouve tout ce qui concerne l'économie et la justice. Euh, donc, moi, en fait, ouais, ça va être la deuxième partie, Secunda Secunde. Donc, alors bon, voilà, il y a plein de choses, hein. Alors, le péché d'injustice dans les échanges volontaires, on va en parler après. On va pas faire de la théologie, bien sûr, même si on va en parler un petit peu, mais on va s'axer sur le sujet économique tel que l'a développé saint Thomas d'Aquin. Donc, ce que je voulais dire, euh, c'est que pour revenir sur les missions du CIERP, c'est qu'en plus des missions classiques d'un syndicat patronal axé principalement sur les conseils juridiques, je souhaite que le CIERP puisse apporter une véritable plus-value pour le pays. On en a un petit peu parlé juste avant, en délivrant des conseils pour les affaires et tout autre conseil de gestion dans le cadre à terme d'un institut de formation destiné à ses adhérents, chefs d'entreprise soucieux d'exercer plus chrétiennement leur profession et désireux de mieux comprendre pour pouvoir mieux les combattre, effectivement, les désordres du monde moderne révoltés contre la loi de Dieu. On voit bien les désordres qu'on vit actuellement. C'est parce que le monde moderne, il est révolté contre la loi de Dieu. Et c'est pour ça que je disais que, suite à la Révolution française, qui, pour ceux qui sont un peu plus cultivés que la moyenne, savent que c'est très bien une révolution qui a été orchestrée par la franc-maçonnerie, c'est-à-dire les serviteurs du diable, je pèse mes mots, et ces gens-là sont révoltés contre la loi de Dieu. En fait, ils singent Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont remplacé les commandements de Dieu par les droits de l'homme. Voilà la vérité. Et justement, là, on est en train de nous bassiner avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Là, en fait, c'est 120 ans. Bon, moi, je ne fête pas ça. Moi, là, moi, je prends une bassine pour vomir pour cette fête, hein. Voilà. Parce que, mais moi, si le CIERP, modestement, il doit servir justement à contribuer à séparer la franc-maçonnerie de l'État. Voilà la clé. D'ailleurs, on a eu un président de la République qui est toujours vivant, M. François Hollande, il l'a avoué lui-même. On ne peut pas accéder au pouvoir sans passer par la franc-maçonnerie. Il l'a dit lui-même. Donc, voilà la vérité. Il faut pas s'en cacher. Et donc, ces gens-là, ce sont les ennemis de l'humanité, ce sont les ennemis du genre humain. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on me méprise par rapport à ce que je propose pour permettre à l'État français d'avoir un budget à l'équilibre. Et ça ferait plus de 50 ans que ça ne serait pas arrivé. Sauf erreur de ma part, la dernière fois que c'est arrivé en 1974. Je pense que je ne me trompe pas. Voilà, donc, encore une fois, 60 milliards d'euros de recettes à inscrire au budget, plus toutes les mesures d'économie qu'on pourrait mettre en œuvre. Encore une fois, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. À la rigueur, au temps de Louis XIV ou Louis XIII, le roi, il aurait demandé à me voir. C'est ça qui serait arrivé. Et peut-être qu'il m'aurait nommé conseiller. Tu peux nous dire 2 mots de cette image que tu as derrière toi et qui est sur ton livre? D'accord. Alors, cette image, effectivement, je l'ai tirée d'une illustration très connue où on voit Saint Michel Archange. Alors, c'est effectivement Saint Michel Archange qui écrase le dragon, c'est-à-dire le diable. Et donc, à la place du dragon, ben, j'ai mis un banquier. Vous voyez, vous remarquez quand même, le banquier, là, il a un cigare et puis il tient des billets. Donc C'est voilà. ça. Donc en fait, Saint Michel Archange, qui est le prince de la Midi Céleste,
Et ben lui, c'est le champion de lutte contre le mal. Et le mal, quand j'ai créé donc le CIERP, je l'ai identifié. Ben, le mal, c'est le monde bancaire. C'est pour ça que je parle de visage hideux du monde bancaire. Donc voilà. Et D'accord. encore, quand je dis là que j'écrase la tête, quoi, j'écrase, Saint-Michel Archange écrase la tête d'un banquier, mais en fait, c'est même pas écraser la tête, puisqu'encore une fois, ils ont déjà récupéré 2 fois leur mise. Donc Ouais, voilà, ouais. qu'ils fassent preuve de moralité un petit peu, et qu'ils pensent à tous les drames collatéraux qu'ils sont en train de générer, les petits patrons qui se suicident, les petits patrons qui divorcent, qui Ouais, tombent dans bien sûr. l'alcoolisme, dans la drogue, etc., etc. C'est un drame pour les petits patrons qui n'arrivent plus à rembourser leur PGE. Alors qu'encore une fois, les banquiers ils ont déjà récupéré 2 fois leur mise. Réveillez-vous, messieurs les premiers ministres, là, les ministres, vous qui êtes si intelligents. Mm. Voilà, allez, j'arrête parce que sinon je risque d'être désagréable. Alors que, on pourrait tous vivre heureux. Mais bon, bref. Bon, peu Ouais, bien importe. sûr. Tiens, justement, tiens, regardez, là, on nous parle des municipales, bientôt, là. Alors, ça y est, il faut aller voter, hein, voilà. Donc, est-ce que franchement, les gens vont enfin comprendre que le vote ne sert à rien? Je me permets de faire un aparté par rapport à ça. Est-ce que vous allez comprendre que même les maires, ils sont sous la soumission des représentants de la République, c'est-à-dire les préfets? Voilà la vérité. Regardez, imaginons moi que j'ai l'idée saugrenue de me présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que je fais? Déjà, est-ce que je vais obtenir les 500 signatures? La Mm. réponse est non. Même des gars comme François Asselineau qui ont un parti depuis 17 ans, si j'ai bonne mémoire. Moi, je suis dans aucun parti politique, hein, je tiens à le souligner. Hein. Je parle de Monsieur Asselineau comme j'aurais pu parler de n'importe qui d'autre. Voilà. Donc Mm. lui, même lui, eh ben, la dernière fois, il n'a pas réussi à obtenir les 500 signatures. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, et d'ailleurs, tiens, je reparle de Monsieur Hollande, c'est lui qui a décidé justement d'enlever l'anonymat des signatures lors des présidentielles. Pourquoi? Parce que les maires, ils dépendent du pouvoir. Et donc, si on apprend qu'ils ont signé pour tel candidat, imaginons qu'ils signent pour moi, un affreux catholique. Attention, terminé, il n'y a plus de subvention, et le maire, alors là, c'est même pas la peine, là, il a le préfet sur le dos. Donc, imaginons que j'ai cette idée saugrenue de me présenter à l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et que j'obtienne les 500 signatures. Bon. Et que je sois élu. Bon, bref, ça n'arrivera jamais. Bref, donc, qu'est-ce que je fais? Une de mes premières mesures, je supprime, j'efface les dettes de tout le monde. Parce que c'est possible. J'efface la dette de tous les particuliers et de toutes les entreprises. Première mesure que je fais. J'interdis la franc-maçonnerie et la pornographie. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, par exemple, j'impose une cure de désintoxication aux médias mainstream, etc., etc. Donc, vous croyez vraiment que les BFM VC et compagnie, les TF1, ils vont m'inviter? Même si j'ai les 500 signatures, parce que même si j'ai les 500 signatures, on va utiliser encore une fois les outils médiatiques de propagande en disant oui, oui, il y a eu un sondage, hein, il y a eu un sondage, Monsieur Impellizzeri, c'est pas la peine de voter pour lui, il va faire que 1%. Par contre, Monsieur Bardella, lui bon, un petit jeune qui a jamais travaillé, hein, alors lui, dans les sondages, dans tous les cas de figure, il va arriver premier. Alors votez pour lui, hein, votez pour lui. Alors je Ouais. rigole. Attends, je termine juste sur Bardella, parce que j'ai envie de le dire. Je me lâche un petit peu, je te remercie. Par exemple, Bardella, je fais une comparaison. C'est comme si vous demandiez à un élève de première section de maternelle de prendre la direction de l'école. Voilà. Et donc, on va demander aux Français de voter pour lui, ou tous les autres comme lui. Parce que, encore une fois, il y a ça, les sondages, mais il y a également la participation dans les médias. Donc, jamais on inviterait quelqu'un comme moi. Comme par exemple, pour reprendre l'exemple de M. Asselineau, on ne l'invite pas parce qu'il est dangereux. Tous ceux qui passent dans les médias,
C'est parce qu'ils sont pas dangereux et parce qu'ils ont été présélectionnés par le pouvoir, par les marionnettistes. Oui, Donc, oui, honte à vous, c'est une les grande organisation. Cévennes. Ceci étant, il y a beaucoup maintenant de listes de citoyens qui se mettent en place. Si on veut voter, il y a le municipalisme dont parlait Marc Morisset, et puis des listes citoyennes qui se font et qui tendent à vouloir reprendre en fait l'idée vraiment de démocratie, c'est-à-dire la décision par le peuple. Oui, oui, mais bien évidemment, bon, bah, c'est sûr, le petit village où il y a 40 âmes, Oui, mais ça euh, vous c'est sûr, c'est bien, mais c'est pas là où réside le pouvoir. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le pouvoir, il se trouve à l'Élysée. hmm. Il se trouve, c'est là où se trouve le pouvoir. Euh, et c'est pour ça que moi, j'estime que c'est Le illusoire d'aller voter. il n'est même pas à l'Élysée, soyons clairs. C'est vraiment la haute finance qui détermine tout. Oui, Quel est oui, non, l'effort aujourd'hui, même des parlementaires, en fait. C'est la haute finance cachée derrière l'Europe, mais ça n'a rien à voir avec, voilà. tu Depuis as qu'on a parfaitement. donné la création monétaire aux banques, c'est fini. On n'a plus de pouvoir. On est bien d'accord. On est bien d'accord, tu as parfaitement raison. Quand je dis le pouvoir se trouve à l'Élysée, c'est dans le cas où vraiment on avait un dirigeant bienveillant qui œuvrait pour la patrie, pour le bien commun. Ouais, ce qui n'a rien Là, à voir. effectivement. Mais là, c'est pas le cas. Là, le pouvoir, bah, c'est les marionnettistes, hein, c'est la basse finance, c'est les banquiers, c'est les banquiers. Voilà. Et toutes les familles, dont je ne citerai pas le nom, mais tout le monde les connaît, hein, bah, qui tirent les ficelles. Voilà. Et qui présélectionnent les candidats, comme les Mmh. premières sections de maternelle que j'ai citées. Voilà. Et puis qui vont continuer le désastre. Et des gens comme moi ou d'autres, bah, nous, bah, nous sommes des idiots. Nous sommes des idiots et nous On ne est méritons que du pas mépris. tourner en rond, pas idiot. Justement. Pardon. Justement, c'est parce que tu n'es pas idiot que tu es un empêcheur de tourner en rond. On les dérange un petit peu. Bref, peu importe, mais il faut continuer, et, coûte que coûte, et à un moment donné, on obtiendra un gain de cause, et les gens qui nous oppriment, qui tentent de nous opprimer, parce que moi, c'est pas le cas, hein, plus on m'opprime et plus je deviens combatif, bah, toutes ces personnes-là, bah, elles termineront bah, dans les poubelles, hein, dans les poubelles. Hein. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, à quelques exceptions près, bah, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une déchetterie. C'est une déchetterie, l'Assemblée nationale. Tout simplement, n'ayons pas peur des mots. Bon, bref, alors, donc je continue. Alors, je disais que sur de très nombreux thèmes qui sont développés par saint Thomas d'Aquin, le CIERP va s'attacher, quand je dis va s'attacher, il va falloir qu'il se développe, hein, à faire en sorte que ses adhérents s'approprient progressivement tous les grands principes chrétiens d'économie qui sont explicités justement par le docteur des docteurs de l'Église, le grand saint Thomas d'Aquin. Par exemple, ceux ayant trait à la spéculation et au profit facile, au juste prix, à la juste concurrence. Je considère que l'étude et surtout l'appropriation de ces grands principes est cruciale pour permettre à la politique du bien commun de prendre vraiment le pas sur le système économique actuel, qui est en fait une tyrannie, la loi du plus fort et du plus vicieux. Voilà ce que c'est que le système économique actuel. Saint Thomas d'Aquin nous aide ainsi à nous poser les bonnes questions afin de nous permettre de remédier à cette situation conformément aux enseignements du Christ. Par exemple, est-il licite à chacun d'user de ses biens comme il l'entend? Est-il licite de vendre et acheter à n'importe quel prix et de s'enrichir par la spéculation et l'usure? Ou encore, tous les biens doivent-ils appartenir à l'État? Etc., etc. On va pas tout développer parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Et encore 3 heures, je suis gentil. Bon, je pense qu'on l'aura compris. Le CIERP se veut modestement et humblement de devenir un des vecteurs du renouveau de la foi, car d'une part, une économie chrétienne participe sans conteste au retour et à la conservation de cette foi, et d'autre part, coopère à la pénitence que Dieu nous réclame pour changer le monde. Parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Si on veut changer le monde, il faut déjà se regarder intérieurement et faire preuve de pénitence, d'où le suivi scrupuleux des commandements de Dieu. Donc, parce que si on se regarde intérieurement et qu'on se dit, ah oui, mais là, c'est pas bien,
c'est pas bien, je mens, c'est pas bien, j'écrase mon prochain. Moi, le gros entrepreneur, c'est pas bien, j'écrase le petit entrepreneur, je lui pique son marché, etc., etc. Vous croyez que c'est bien ça? Eh ben non. Donc, si vous voulez agir de façon morale et agir selon de façon chrétienne, hein, de façon à contribuer réellement au bonheur et au bien commun, eh ben, vous devez suivre les commandements de notre Créateur et faire de preuve de moralité et réfléchir à son comportement. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tout le monde sera jugé. Tout le monde sera jugé. Et après, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, si vous avez envie de vous retrouver avec Macron, c'est-à-dire en enfer, eh ben, ne changez pas. Par contre, si vous avez envie de vous retrouver au paradis, peut-être quand même commencer par le purgatoire pour vous purifier. Alors, il y en a certains qui vont aller directement au paradis, mais la majorité vont quand même d'abord passer par le purgatoire. Mais c'est possible d'éviter l'enfer. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec celui qui vous opprime et qui est en train de tout détruire, donc je cite Monsieur Macron, il peut encore lui-même aussi, hein, il peut se repentir. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, il a des fortes chances de se retrouver en enfer. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, si vous ne voulez pas vous retrouver avec M. Macron en enfer, écoutez, changez vos pratiques. Tiens, justement, je lance un appel par le biais de la chaîne de Virginie. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'ai lancé une procédure devant le Conseil d'État pour violation du principe d'égalité devant la loi. Donc tout le monde a compris qu'il y a des grosses boîtes qui sont venues effacer plusieurs centaines, pas plusieurs centaines, mais plus de 100 millions d'euros pour certaines grosses entreprises au niveau de leurs prêts garantis par l'État. Et nous, les petites entreprises, on ne veut pas nous l'effacer. Alors qu'encore une fois, si on le faisait, je ne reviens pas dessus, l'État pourrait présenter un budget équilibré. Et voilà, et on sort de tous les problèmes. Donc du coup, moi, l'appel que j'ai envie de lancer, mais ça, on ne m'invitera jamais à la télé par rapport à cet appel-là, parce que sinon, on va froisser les maîtres, hein, les marionnettistes. Je vais le faire ici sur cette chaîne. Si vous avez du courage et que vous avez envie de changer, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, et plaire à votre créateur, eh ben, moi, je vous invite à me contacter sur www.csiurp.fr et je vous expliquerai, je vous donnerai même mon portable après s'il faut, hein, mais en tout cas, sur le site, vous avez l'explication de comment faire pour demander officiellement à sa banque un abandon de créance. Il y a un modèle de courrier qui existe sur le site du CIRP. Et alors après, il ne s'agit pas de faire du rentre-dedans à votre banquier. Après, je peux comprendre que vous ayez peur d'affronter votre banquier, hein, même si, bon, moi, je ne suis pas un surhomme, je l'ai fait, et de nombreux adhérents l'ont fait. Puis encore une fois, même si ça prend du temps, je suis hyper confiant. Bon, après, voilà, je peux pas dire que je peux pas être sûr à 100%. Mais sincèrement, à 99,99%, je vais gagner. C'est pas possible autrement. Et en quoi c'est important que vous soyez nombreux, en fait? Est-ce que le nombre permettra Ben oui, de force? ben oui, c'est ça le but. Parce qu'en fait, vous prenez le modèle de courrier du CIRP qui demande officiellement à son banquier d'abandonner la créance, hein, Ouais. et après, vous envoyez au syndicat, hein, donc www.csiurp.fr, Ouais. la copie de votre lettre. Et moi, le syndicat se chargera de transmettre l'ensemble des courriers au Conseil d'État. Parce que imaginons, si nous sommes plusieurs milliers, à la rigueur même plusieurs centaines, même Voilà. 100 à la rigueur, même 100, le Conseil d'État, même si on a déjà les arguments, parce que là c'est pareil, le Conseil d'État, s'il fait du droit, il est obligé de nous faire gagner. C'est complètement discriminatoire d'effacer 100 millions d'euros aux seules grosses entreprises et les petites entreprises, et laisser mourir. Bon bref, donc si... Oui, pardon, vas-y. Non, j'ai une petite question parce que tu parlais donc de cette morale chrétienne, mais est-ce que tu as déjà peut-être ou tu peux avoir des chefs d'entreprise qui soient athées, musulmans, bouddhistes, juifs? Voilà, on est d'accord que c'est pas du tout fermé et que même à la limite, les valeurs que tu mets en avant
doivent certainement se retrouver dans d'autres religions. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci de cette pertinente question, Diane. Tout à fait. Parce que effectivement, je veux pas qu'on croie que effectivement c'est que pour les catholiques, hein, pas du tout. Moi, je suis catholique, je le revendique. D'ailleurs, vous voyez, voilà, là, j'ai le visage du Christ. Là, c'est le badge du linceul de Turin, du musée du linceul de Turin. Donc, un petit coucou à mon ami Arnaud Lupinski, hein, qui a pour projet d'édifier un musée en l'honneur du linceul de Turin. Donc, en fait, effectivement, je suis un catholique revendiqué. Mais je considère qu'effectivement que la parole du Christ, c'est la meilleure parole. Permettez-moi, chers amis d'autres confessions, de pouvoir penser ça. Mais effectivement, comme tu le dis avec pertinence, Diane, c'est que les valeurs développées par le Christ se retrouvent dans la plupart des autres religions. On est complètement d'accord là-dessus. Et effectivement, après, c'est pas parce qu'on devient adhérent au CERP qu'on va renier sa foi dans d'autres religions, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, pour revenir sur cet appel de salut public, ça serait vraiment bien que les chefs d'entreprise fassent confiance aux petits chefs d'entreprise que je suis. Et s'ils font ça, eh ben, ils vont m'aider, ils vont aider le CIEP à faire en sorte que l'État n'ait pas le choix et qu'il prenne la décision sur laquelle je travaille depuis 3 ans d'effacer les PGE. Et en plus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, vous aurez contribué au redressement économique du pays et vous garderez votre entreprise. Ouais. Ça ne vous coûte rien. Faire juste une lettre à votre banquier, vous m'envoyez la copie et voilà, hop, terminé. Ok. Vous en êtes capable, j'en suis sûr. J'en suis sûr que vous en êtes capable. Clairement. Bah, c'est l'union qui fait la force, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est Bien sûr. une évidence dont il faut dépasser l'adage et passer à l'action. Et en plus, tout le monde a compris, j'insiste là-dessus. Ce qu'on fait, c'est pour le bien commun. Bien sûr, bien 60 milliards d'euros de recettes au budget de l'État, je le martèle, depuis 3 ans. Donc, allons-y, puisqu'ils ne veulent pas le faire, forçons-les à le faire. Mesdames et exactement. messieurs les chefs d'entreprise, www.csierp.fr. Voilà. Alors maintenant, on va aborder la dernière partie. Euh, alors, ça va être sur le sujet très riche qu'on peut résumer souvent sous le terme de pensée économique thomiste. Je vais tenter de vous faire une synthèse claire et structurée des principaux apports de Thomas d'Aquin à la réflexion économique, telle qu'elle est généralement comprise par les historiens de la pensée économique. Je pense à Schumpeter, ou encore par les auteurs catholiques ou libéraux classiques qui s'en réclament. Alors, je vous donne un exemple d'auteur catholique qui se réclame de saint Thomas d'Aquin. Je pense à Bernard Dempsey, par exemple, qui est un économiste américain du XXe siècle, qui lui a réhabilité la pensée économique de saint Thomas d'Aquin, notamment sur la condamnation de l'usure, et il a critiqué la finance moderne. Donc moi, ça me parle beaucoup. Je peux vous citer aussi des libéraux classiques qui se réclament de saint Thomas d'Aquin. Il va y avoir par exemple l'Argentin qui est encore vivant, qui est né en 1954, Alejandro Chafuen, qui lui est un grand spécialiste historique des scolastiques libéraux. Alors les scolastiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les philosophes du Moyen Âge. Alors ça c'est pareil, mais on n'a pas le temps de développer ça. Il ne faut pas croire, le Moyen Âge, c'est pas du tout les ténèbres. Au contraire, c'est l'apogée de la France. Notamment, on a eu le grand roi Saint-Louis. Et on a eu saint Thomas d'Aquin aussi à cette époque-là. Les ténèbres, c'est plutôt le XVIIIe siècle, avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. C'est plutôt le siècle des ténèbres, les droits de l'homme. Voilà. Ça, c'est les ténèbres. Bref. Oui, tu avais une question? Non, 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 D'accord. non, pardon. Alors après, donc, bon, je vais essayer de faire une synthèse, je vais aborder différents thèmes rapidement. Et après, on essayera de voir par rapport à ces différents thèmes, je pense au juste prix, à l'usure, la propriété privée, etc.
Euh, on essayera de donner plus de précision. On essayera de faire une comparaison rapide avec Aristote. D'ailleurs, il faut savoir que saint Thomas d'Aquin, il est très influencé par Aristote, qui est un grec qui a vécu plusieurs siècles avant la naissance du Christ. Et on essaiera de faire une petite comparaison rapide avec ce qu'on a appelé les économistes d'Espagne, les salmantins, l'école de Salamanque du XVIe siècle. Et on pourra également faire une petite comparaison rapide avec ce qu'on appelle les libéraux modernes. Voilà, j'en ai cité là tout à l'heure, comme Schaffen. Voilà. Donc, et oui, puis on essayera de faire des zooms synthétiques sur cette tradition économique thomiste. Et on terminera par, on essayera d'être ultra concis sur cette pensée économique. Voilà. Et également, quand je dis on terminera, ça sera vraiment on va dire un zoom sur l'influence de saint Thomas d'Aquin, y compris à notre époque. Voilà. Donc là, on va aller vite. Hein, on peut pas rentrer dans les détails. Donc on va brosser rapidement les principaux thèmes développés par saint Thomas d'Aquin en matière d'économie. Donc on va parler du juste prix, on va parler de l'usure, le prêt à intérêt. L'usure, c'est donc l'intérêt, le prêt à intérêt. La propriété privée, le commerce et le profit, travail et salaire, et puis on parlera un petit peu de l'influence de tout ça d'un point de vue historique. Alors, si on commence à parler du juste prix, alors, saint Thomas d'Aquin, lui, il rejette l'idée qu'un prix soit intrinsèquement déterminé par les coûts de production, comme ont pu le penser certains canonistes antérieurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que j'emploie des mots qui ne sont pas connus par beaucoup, par tous les internautes. Un canoniste, ça va être un homme d'église qui a participé à la rédaction de ce qu'on appelle les canons de l'Église. Les canons de l'Église, c'est toutes les règles de moralité dans tous les domaines. Voilà. Donc lui, saint Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un de souple, hein, même si c'est qu'il retrace et il analyse la parole de Dieu. Lui, il est très souple, hein, il adapte sa parole par rapport à son époque. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais dire après, d'autres économistes qui l'ont suivi ont constamment adapté leurs paroles à leur époque, y compris jusqu'à notre époque. Il ne faut pas croire qu'on reste dans le Moyen-Âge avec saint Thomas d'Aquin, pas du tout. Hein, pour ceux qui auraient cette crainte, hein, pas du tout. Donc le juste prix, qu'est-ce que c'est que le juste prix pour saint Thomas d'Aquin? C'est fondamentalement le prix du marché courant. Alors en latin, on appelle ça le communitaire vendi potest. Donc le prix du marché courant, c'est celui qui s'établit par l'estimation commune des acheteurs et des vendeurs en l'absence de fraude, de monopole ou de nécessité extrême. Moi, je ne peux pas trop développer, hein, mais en fait, il faut que ça soit vraiment, comme son nom l'indique, un prix juste. Vous avez un acheteur et un vendeur qui se réunissent, et donc ce prix doit être juste. Il ne faut pas qu'il y ait de fraude, qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Faut pas oui, ou de spéculation, ou de blocage. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup avec. Ben voilà. Il ne faut pas profiter d'une situation de monopole et puis surtout prendre en compte la nécessité extrême dans certains cas. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple en cas de famine, le boulanger s'il y a des pauvres qui arrivent, à la rigueur, pour respecter la dignité du pauvre affamé, eh ben, il ne va pas faire ça gratuitement parce qu'il faut respecter aussi la dignité du pauvre. Et ben, au lieu de faire sa baguette à 1 euro, il va lui faire à 10 centimes. Ou bien, si vraiment le pauvre, il n'a même plus 10 centimes, et ben, le boulanger, charité chrétienne, il va lui faire gratuitement. C'est ce qu'on appelle la nécessité extrême. Voilà c'était Gaël Giraud qui recommandait que surtout il n'y ait aucune spéculation ou transaction boursière sur les matières premières pour ça, parce que ça tue vraiment des gens dans le monde. Hein.
les spéculations sur le café, la farine, le riz, qui sont des matières premières de base dont les gens ont absolument besoin pour vivre. Parfaitement. Et alors là, c'est une très bonne transition pour arriver au deuxième thème développé par saint Thomas d'Aquin, qui est l'usure, les intérêts justement, la spéculation. Et effectivement, Thomas condamne fermement le prêt-intérêt sur l'argent en s'appuyant sur Aristote. Parce que Aristote lui dit, et c'est ce que saint Thomas reprend, pour Aristote, l'argent est stérile par nature. C'est un bien fongible qui est destiné à être consommé dans l'usage. Et exiger un surplus pour son prêt, Aristote considère que c'est contre nature. Bon, par contre, saint Thomas, lui, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui était souple. Il a admis quand même des exceptions à ça, déjà en son temps. Et il ne condamne pas complètement et catégoriquement l'usure. Alors, c'est ce qu'il appelle le lucrum cessans et le damnum emergens. Alors en français, ça veut dire compensation pour manque à gagner ou perte subie. Et donc en fait, quelque part, il commence à légitimer un petit peu l'intérêt, mais dans les cas de compensation pour manque à gagner ou de perte subie. Si par exemple, il y a quelqu'un qui vous prête de l'argent, mais lui, cet argent, ça lui aurait permis de ne pas perdre quelque chose d'autre, quelque part, prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, alors que lui-même, en prêtant cet argent, il va subir une perte, quelque part, saint Thomas d'Aquin, comme quoi c'était quelqu'un de moderne, entre guillemets, là-dessus, et de souple, il considère que s'il y a une perte subie par quelqu'un qui est charitable et qui prête de l'argent malgré sa perte, c'est normal qu'il perçoive quand même un petit intérêt. Oui, c'est Voilà. équitable en fait. On revient au juste, pas à la justice, mais à l'équité. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que les chefs d'entreprise doivent comprendre. Alors, la condamnation stricte de l'usure sur le prêt de consommation restera la doctrine officielle de l'Église jusqu'en 1830 environ. Mais il faut savoir, c'est ce que je disais, que les solutions de contournement, elles se sont multipliées dès le XIIIe siècle avec saint Thomas d'Aquin. D'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas croire. On peut prêter avec intérêt, mais attention, toujours respecter la justice. Alors là, on n'aura pas le temps, mais Non, mais c'est bien. Aristote, il a développé des notions de justice commutative, de justice distributive que saint Thomas a repris et a christianisé. Voilà. D'accord. Alors après, il y a la notion de propriété privée. Alors là, on peut mettre ça en rapport avec ce qu'a développé saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la destination universelle des biens. On pourra en parler après. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la propriété privée n'est pas de droit naturel absolu, comme chez un économiste comme Locke. Locke, L-O-C-K-E. Mais la propriété privée est légitime et utile au bien commun. Parce que pourquoi on dit qu'elle est légitime et utile au bien commun? Quand je dis on dit, pourquoi saint Thomas d'Aquin dit qu'elle est légitime et utile au bien commun? Elle incite au travail, elle évite les conflits, elle permet une meilleure administration des biens. Et je le redis, elle doit rester cependant subordonnée au bien commun, et c'est ce que je disais, à la destination universelle des biens. Alors, c'est quoi la destination universelle des biens très rapidement? La destination universelle des biens, pour faire une définition très simple, c'est que tout le monde doit être propriétaire, tout le monde a le droit d'être propriétaire, bien évidemment, mais on va dire que le superflu doit être partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui dépasse les besoins raisonnables d'une personne ou d'une famille doit servir aux pauvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Quelqu'un qui est riche à millions, bien évidemment, comme tout le monde, comme quelqu'un qui n'a pas de millions, qui a juste un salaire, eh ben, il a des besoins. Il a des besoins raisonnables. Les besoins raisonnables, c'est quoi? Lui-même, il a des besoins,
et sa famille a également des besoins. Donc ça, son argent doit lui servir à ça, en priorité. Ça, c'est ses besoins raisonnables. Tout le reste, c'est du superflu. Et donc, son superflu, il doit le partager, il doit servir aux pauvres. Donc, mesdames et messieurs, les riches à millions et à milliards, feriez bien, au lieu de suivre Satan, feriez bien de suivre saint Thomas d'Aquin. Mmh. Est-ce que Le ça, super... par exemple, au Moyen Âge, quand la récolte avait été faite, on laissait les gens qui étaient plus pauvres venir glaner le reste des pommes de terre ou le reste des choses pour ne pas mourir de faim, en fait. Et c'était une obligation pour le Seigneur de laisser son champ disponible, et puis pour laisser paître les bêtes. C'est un petit peu ça, en fait. C'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça, parce qu'il ne faut pas croire que les seigneurs, ils avaient de la moralité. Et justement, leur château, ils étaient là pour protéger justement les pauvres qui venaient dans l'enceinte du château pour se protéger contre les invasions. Oui, c'est pour donner une image de partage. En fait, tout le monde vit bien ensemble, même si on laisse, voilà, une petite partie. On n'exagère pas. Le seigneur, il avait ce qu'il faut, mais effectivement, pour prendre ton exemple pertinent, bah, les pommes de terre superflues, lui, il avait ce qu'il faut, bah, c'était pour les pauvres. C'est ça. Voilà. Merci. D'ailleurs, si je prends un roi comme Louis XIV, tous les jours, il allait à la messe. Mmh. Voilà. Bon, après, encore une fois, il n'a pas été, ça n'a pas été un saint, Louis XIV, mais voilà, c'est beaucoup mieux qu'à notre époque. Mmh. Quand on Oui, voit les malheurs et la désolation. on est censé tendre vers des valeurs morales qui permettent la vie en commun et le bonheur quelque part. Tout à La fait, justice sociale est donc le bonheur. Mmh. Ce à c'est la quoi clé. aspirent sur terre. Mmh. C'est la clé, parfaitement. Alors après, autre thème dont on peut parler, développé par saint Thomas d'Aquin, c'est le commerce et le profit. Alors, le commerce en soi est moralement neutre, il devient louable s'il est ordonné à la subsistance de la famille ou au bien commun. Il devient répréhensible s'il est pratiqué uniquement pour le gain illimité. On en revient toujours au même. Alors, pour parler encore de souplesse du grand saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'il dit? Le profit modéré est licite, mais comme salaire du travail du marchand. Parce que le marchand, il prend des risques, il, quand il produit, il doit transporter ses marchandises, il doit les conserver, etc. Donc ça il a des coûts, hein. Le chef d'entreprise, il a des coûts. Et donc, du coup, pour se couvrir ses coûts, c'est le cas de le dire, eh ben, il, doit, euh, il doit faire ce qu'on appelle une marge. Et la marge, ça s'appelle aussi le profit. Et la marge sert à couvrir les coûts fixes. Ça, c'est de la gestion. Donc, c'est normal qu'il y ait un profit. Parce que s'il n'y a pas de profit, et j'insiste dessus comme saint Thomas d'Aquin, un profit modéré, et ben, s'il y a un profit modéré, ça permet de continuer à vivre. Parce que faut pas croire, hein, les papes, dans leurs diverses encycliques, ils ne condamnent absolument pas le profit. Parce qu'au contraire, ils considèrent que le profit, c'est un signe de vitalité économique. Exactement. Mmh. Exactement. Et s'il y a du profit, Mmh. la vitalité économique, c'est ça qu'il faut comprendre, elle doit servir au bien commun. Mmh. Et Oui, pas seulement à son petit égoïsme. en fait, on peut comprendre l'équité si on regarde l'écart entre le salaire du employé et le salaire du chef d'entreprise, qui était à une époque, je sais pas, dans les années 60, 70, je crois que c'était 0,40, et on est arrivé dans les années 90, 2000 à 0,4500. Donc ça n'a plus rien à voir en fait. Qu'un chef d'entreprise gagne mieux parce qu'il prend des risques, qu'il gère, qu'il a des responsabilités, c'est une chose. Mais quand on a une telle démesure entre le salaire du plus petit employé et le chef d'entreprise, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de logique. Et ben ça, c'est un péché, clairement. Ça, c'est Mmh, un péché. Et justement, encore une fois, la souplesse du grand saint Thomas d'Aquin, et ça va me permettre ce que tu dis de parler de justice distributive. mmh. Qu'est-ce que c'est que la justice distributive? Et ça, ce que je veux dire, peut-être que ça va choquer certains. Un patron, c'est normal qu'il gagne plus qu'un ouvrier. Bien sûr, oui, oui, logique. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit avec pertinence, le patron, il va prendre des risques. Parce que le patron, si jamais son entreprise, elle fait faillite, notamment à cause des PGE, bah lui, il n'a pas le droit au chômage. Mmh, Le patron, il a une famille, il a une femme, il a des enfants.
Lui, il n'a pas le droit au chômage. Il a pas le droit au chômage. Donc, du coup, et le patron, pour payer, pour maintenir les emplois de ses salariés, ben, il a besoin de vivre, lui aussi, il a une famille. Et donc, du coup, il a le droit de se payer parce que, pourquoi je parle de justice distributive? Parce que la justice distributive, c'est une justice qui permet de distribuer les richesses créées en fonction du mérite. C'est ça qu'il faut retenir. Ça ne veut pas dire que l'ouvrier, il a moins de mérite que le patron, attention. Ouais. Mais le, le patron ou le médecin qui va permettre de soigner quelqu'un, lui éviter la mort, alors les bons médecins, bien sûr, hein, pas ceux qui sont avec Big Pharma, bien évidemment. Je profite de ça, les Tu fais vrais. Hein. baigner. Voilà. Comme l'avocat, comme, comme l'avocat qui va permettre d'éviter la prison en donnant des arguments de droit, mais des vrais arguments de droit, hein, pas un On, avocat. on a tous un rôle en fait. Hein. Quand tu vois un plombier, le jour où tu as une fuite, tu es quand même bien content qu'il arrive. Hein. Les charpentiers, c'est pareil. Donc en fait, on a tous un rôle et je pense que nul n'a envie d'avoir aucun rôle dans la société. C'est un problème d'équipe en fait. Une société, elle va marcher parce qu'il y a quelqu'un à l'accueil, parce qu'il y a quelqu'un qui gère le courrier. Donc voilà. Après, il y a il ne peut pas y avoir d'égalité. Elle n'est même pas souhaitable parce qu'on a tous des talents différents. Par contre, il faut qu'il y ait équité. Il faut qu'il y ait une équité. Et en fait, le salaire du patron, le salaire de l'ouvrier, les honoraires de l'avocat, les honoraires du médecin, etc., qui sont plus élevés, le salaire du patron qui est plus élevé, etc., qu'un employé ou un cadre lambda, peu importe, Ouais. on doit mesurer ce qu'on appelle l'utilité sociale. Dès l'instant que son utilité concourt, on peut mesurer l'utilité sociale par un apport beaucoup plus élevé dans dans la création du bien commun. Saint Thomas d'Aquin explique que c'est normal, encore une fois, c'est la justice distributive, c'est normal que la richesse soit distribuée un peu plus pour quelqu'un dont l'utilité sociale peut être mesurée Alors, un peu plus grandement. mais alors, par Ouais. exemple, l'utilité sociale, qu'est-ce que tu fais des artistes? Parce que on a besoin des artistes pour ouvrir notre pensée, voir les choses autrement. Et ils ont été considérés, notamment pendant la crise, absolument comme non essentiels. Donc, quelle est cette vision d'utilitarisme? Parce que c'est un terme qui demande à être explicité un peu. Alors, Tu vois ce que je les, veux dire? les- oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que les artistes ont une utilité sociale très importante, au même titre qu'une autre profession. Les artistes, ils sont là pour créer chez nous un émerveillement, nous montrer le beau, et donc ça participe justement à ce qu'on soit dans la joie, etc. Et donc, ils sont autant essentiels qu'un chef d'entreprise. Mmh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant que on apporte quelque chose à la joie, et la joie, ça fait partie d'une utilité sociale, qu'on concourt au bien commun, on a le droit de percevoir une Exact. richesse créée Ouais. notamment par les chefs d'entreprise, à la hauteur de ce qu'on apporte aux autres. Mmh. Il ne s'agit pas de dire oui, moi je suis le meilleur, je suis ministre, je suis le meilleur, moi je suis expert comptable, je suis le meilleur, moi je suis avocat, je suis meilleur, moi je suis médecin, je suis meilleur, blablabla, blablabla. Voilà. Donc non, 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 vous n'êtes pas meilleur. Foyer qui prend soin de ses Euh, enfants et de sa famille, par exemple, elle participe quand même à la société dans l'accomplissement de son avenir. Tu une vois? mère au foyer est autant utile qu'un chef d'entreprise. Parfaitement, chère Diane. D'accord. Parfaitement. On est complètement d'accord. Merci. Alors, euh, voilà. Donc, du coup, j'étais en train de terminer sur le commerce et le profit. D'accord. Effectivement, je disais que le profit modéré est licite comme salaire du travail. Et pour aborder un dernier thème, pardon, Mmh. on peut parler du thème travail et salaire. Et donc, pour saint Thomas d'Aquin, le travail a une double justification. Ça va être tout d'abord un remède au péché, dans le sens d'une pénalité. Donc, on en revient un peu à ce que je disais, en fait. Hein, plus vous concourez au bien commun,
et plus votre salaire est élevé quelque part. Salaire, c'est pas seulement la fiche de paye, hein, c'est vos revenus. Donc encore une fois, si vraiment vous concourez au bien commun plus que quelqu'un d'autre, vous devez avoir un salaire entre guillemets plus élevé que quelqu'un qui concourt moins au bien commun. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Et le salaire, sa deuxième justification, c'est un moyen de pourvoir à la vie. Alors effectivement, le salaire doit être suffisant pour faire vivre le travailleur et sa famille selon sa condition. Alors, donc là, on a brossé très rapidement les thèmes de prédilection de saint Thomas d'Aquin, hein. Oui, Alors, ce qu'il faut savoir, pardon? c'est intéressant, hein, ça permet de bien réfléchir à ce qu'on vit aujourd'hui et à remettre en balance. Mm. Merci beaucoup, Antonio. Bah, je te remercie et je remercie surtout le grand saint Thomas. Il faudrait vraiment que les gens qui nous dirigent, du moins qui pensent nous diriger, bah, prennent en compte un grand penseur comme saint Thomas. Oui, mais en fait, on se rend compte que plus on est dans la tempête, plus on est dans le doute et l'incertitude, et plus il faut qu'on revienne à nos racines, des racines profondes, vu que tout a été déjà pensé, évalué. C'est très très important d'avoir des racines, sinon, si on n'a pas d'encre, on se fait emporter par la tempête. Exactement. Euh, pour prendre une phrase triviale, on n'est pas là pour inventer l'eau chaude. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais on peut y réfléchir, mais ça sert à rien à réinventer des choses ont été dites, et après, il faut s'en inspirer et retrouver cette inspiration qui fait que Mmh. la civilisation a évolué d'ailleurs. Voilà. Mmh, tout à fait. Alors après, pour terminer Ouais, sur l'influence historique de tout ça, ouais. ça va me permettre de parler des scolastiques de l'école de Salamanque. Alors, l'école de Salamanque, alors il y avait des économistes comme Soto, Molina, Lessius, Mariana. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu au XVIe siècle en Espagne. Donc, il y a une ville hein, qui s'appelle Salamanque. Et on les a appelés les Salmantins. Et eux, les fameux Salmantins du XVIe siècle, ils vont considérablement assouplir encore plus et enrichir la doctrine de saint Thomas d'Aquin. D'accord. Donc saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, les Salmantins d'Espagne, XVIe siècle, ils vont donc considérablement assouplir et enrichir la doctrine thomiste, notamment sur l'intérêt et le juste prix, en intégrant la subjectivité de la valeur et les mécanismes de marché. Et d'ailleurs, pour avancer encore plus à notre époque, on considère les scolastiques de l'école de Salamanque comme les précurseurs de l'école autrichienne. Donc on pourra en parler un petit peu rapidement si on a le temps. Alors, au XXe siècle, justement, on peut retrouver des références à saint Thomas chez des auteurs très divers qu'on va appeler par exemple les distributistes. On retrouve des gens comme Chesterton, Belloc. On peut retrouver des références à Thomas chez les libéraux catholiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous ai parlé d'un monsieur qui s'appelle Chaffuen. Je peux vous citer Robke, Woods. On peut également parler des partisans de l'économie de communion, mais on ne va pas développer tout ça, quoi. Donc tout le monde comprend que saint Thomas d'Aquin, il a été repris au fil des siècles, y compris à notre époque. Alors, Ça veut dire que tu serais tout à fait apte à intégrer un comité, nos comités d'éthique et d'équité à l'Honest pour pouvoir intervenir éventuellement. Mm. bah ça, faut demander à la chef. Hein. Si elle veut, Non, bah, bon, avec non, plaisir. mais je pense que ce serait bien dans les réflexions qui vont être faites, si on a besoin, on pourra te solliciter. Mm. Bah, écoute, avec plaisir, avec plaisir. Et qui Merci. sait, peut-être qu'un jour, j'intégrerai des membres de l'Honest au CIERP, pourquoi pas. Allez, Alors, bon, on va essayer, parce que là, on n'est pas on loin de 2 heures, là. approche de la fin, mais je pense on a fait un bon tour, on comprend bien ce dont Ouais, il ouais, s'agit. ouais. Alors, peut-être que du coup, je vais abréger, hein, et je vais terminer par l'influence de saint Thomas sur l'éthique économique. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, oui, bien sûr, mais c'était d'avoir une vision globale. Mais Voilà. Mais bon, ce que j'aimerais bien dire, c'est que, avant de dire ce que je vous ai dit, ce que je t'ai dit, pardon, c'est que donc les scolastiques,
ce qu'il faut savoir, je parlais un petit peu du lien avec notre époque, c'est que ils ont découvert la loi de l'offre et de la demande 300 ans avant les classiques. Alors les classiques, c'est par exemple l'auteur que j'ai cité, Schaffuen. Donc, il faut quand même, quand on dit que le Moyen Âge, c'est une époque révolue, non, non, non. Les scolastiques, donc les penseurs comme saint Thomas d'Aquin, ils ont découvert la loi de l'offre et de la demande 300 ans avant les classiques. Mhm. Et saint Thomas d'Aquin, et surtout ses continuateurs salmantas, ont posé dès le XIIIe jusqu'au XVIe siècle les fondements éthiques d'une économie de marché libre. On en a parlé sur la propriété privée, le prix déterminé par l'offre et la demande, le profit légitime, l'intérêt bancaire justifié, et le tout encadré par la fraude interdite et la charité en cas d'extrême nécessité. Mhm. Voilà. Donc, bon, est-ce que tu veux qu'on continue ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire. Ou bien tu considères qu'on a fait un premier tour J'ai l'impression qu'on est à presque 2 heures d'interview. Je pense qu'on a fait le tour, on a bien compris tout ça. Je sais pas, c'est toi, tu vois, si tu as des choses encore importantes que tu souhaiterais dire. Mais je pense que l'essentiel, c'est enfin, on a bien compris pour le CIERP, on a bien compris pour ses actions. Ça me semble bien de comprendre qu'il faut revenir à des valeurs fondamentales pour remettre un peu d'aplomb tout ce qui est de travers. tout à fait. Alors, je vais juste terminer par une petite phrase de conclusion. Euh, que, qui va en fait résumer toute la tradition thomiste économique, D'accord. j'ai envie de dire de 1270 à nos jours. Je dirais que la propriété privée est légitime, le prix Ouais. juste est le prix libre du marché, le profit et l'intérêt sont licites dès qu'ils compensent travail, risque ou opportunité perdue, et l'État ne doit intervenir que contre la fraude et le monopole, le tout subordonné au bien commun et à la destination universelle des biens. C'est en substance la pensée économique catholique la plus cohérente et la plus continue de 1270 à aujourd'hui. Oui, Voilà. effectivement, c'est très très bien dit. Ouais. Mm. Ouais, ça nous ramène au juste, au beau, au vrai. Hein. Tout à fait. C'est simple, à ce qui doit être en fait, l'excellence, l'équité, l'éthique. Bah écoute, merci beaucoup Antonio pour cet entretien. C'est moi Euh, qui te remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci pour cet échange très riche. Je pense on verra s'il y a des suites, mais ce serait intéressant ne serait-ce que d'écrire certaines choses. Ou, voilà. Mmh. Alors après, ce que j'ai préparé pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai des tas de choses que j'ai pas pu dire. Ça pourra faire, pourquoi pas, l'office d'un développement sur tel ou tel Exactement, oui, oui, sujet. je pense que c'est Pourquoi pas, intéressant. pourquoi pas. Oui, oui, développer point par point. Bah Mmh. écoute, Si les internautes le souhaitent, pourquoi pas, hein. Voilà. En tout oui, cas, je souhaite à chacun une bonne continuation et je souhaite à chacun le meilleur. Voilà. le meilleur pour le cirque aussi, et puis bah, tu nous tiendras au courant des évolutions. Hein. D'accord, pas de problème, pas de problème. Procédure avec des Mais détails, moi, etc. je suis très confiant justement pour une super nouvelle au printemps 2020, au printemps 2026, normalement. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Antonio. Merci à toi, Diane. Au plaisir. Au plaisir.